vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tous les cinémas, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, grande opération de contrôle des ambulances privées ce matin à l'entrée du CHU de Fort-de-France. Il s'agissait de vérifier les papiers des transporteurs de malades. 20 véhicules ont été scrutés. Nouvelle mobilisation de la Sopamar contre le projet d'aménagement du port Coé. Les membres ont été reçus par les forces de l'ordre ce matin. Le président Joël Joseph Mérélix est notre invité politique de ce mardi soir. Deuxième épisode de notre série consacrée à la gestion des offices de tourisme de l'île. Gros plan ce soir sur le dispositif mis en place par Cap Nord. La communauté d'agglomération regroupe 18 villes. Enfin, coup d'envoi des vacances de carnaval avec les vidées des écoles aujourd'hui. Les écoliers ont défilé dans les rues de leurs communes respectives. Nous étions à Schœlcher et Fort-de-France et il y avait de l'ambiance, vous le verrez. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec un contrôle routier un peu particulier organisé très tôt ce matin à l'entrée du CHU de Fort-de-France. Dans le viseur des forces de l'ordre, les véhicules sanitaires légers dits ambulances privées. Objectif, vérifier que chaque véhicule transportant des malades soit bien déclaré et homologué. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Et l'entretien. Qui fait l'entretien? Non, qui fait l'entretien? C'est votre tenue de travail. Tout, sans exception, est passé au crible. Comme pour cet ambulancier, une vingtaine de véhicules ont été contrôlés ce matin. Là, je ne m'y attendais pas parce que d'habitude, c'est plus au niveau de l'hôpital même. Là, si le véhicule est en règle, si on a tout le matériel, si on est apte à conduire une ambulance, tout ça, je pense, c'est normal. Et vous, c'est bon, vous êtes en règle? Oui, je suis en règle. Ouais. On m'a demandé carte grise du véhicule, assurance, enfin les papiers qu'on demande en temps normal pour un contrôle. Et puis on m'a demandé le nom du patron, mes horaires de travail. Ambulanciers privés ou encore transporteurs de personnes à mobilité réduite. Ils sont 400 sur le territoire à véhiculer quotidiennement des malades. Autrefois, pour exercer, la sécurité sociale délivrait un agrément spécifique. Depuis l'an passé, ce n'est plus le cas. Alors pour garantir la sécurité des patients, les contrôles sur les véhicules se multiplient. Pour faire cela, il faut être inscrit au registre des transports, donc forcément il faut la licence de transport. Et si l'individu ne l'a pas, on l'a eu tout à l'heure, on a eu des cas comme ça, ce sont des délits, enfin délits pour un défaut d'inscription au registre des transports. Donc c'est regarder tout ce qui est aspect sécurité, les pièces à bord, le véhicule lui-même pour tout ce qui est code de la route, et puis aussi le respect du code du travail. Au final, peu d'infractions ont été relevées ce matin, mais l'opération devrait être prochainement reconduite sur nos routes. Et eux aussi étaient mobilisés très tôt ce matin, les militants de la Sopamar qui ont tenu une nouvelle fois à manifester leur désaccord quant au projet d'aménagement du port Coé, alors qu'ils avaient pour objectif de perturber la sécurisation du futur site. Ils ont été reçus sur place par les forces de l'ordre. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabrou. Un face-à-face musclé pour libérer la route d'accès de Port Coé. Les militants de la Sopamar, délogés un à un par les forces de l'ordre. Normalement on pousse, ils poussent, mais il y en a qui donnent des coups de matraque en douce pour faire reculer. Et voilà, et après ils te regardent avec un regard très menaçant. Motif de la manifestation, un projet d'aménagement porté par la CACEM. L'association écologiste y voit une menace pour la mangrove. On comprend mal que toute une étendue de mangrove qui, on va dire, s'étend depuis l'aéroport et qui continue jusqu'au bout là-bas, va être carrément détruite. Il paraît qu'il s'agit de 85 hectares, il semblerait 85 hectares qui vont être détruits. On ne peut pas accepter ça. Parmi les manifestants, cet homme. Sa famille vit ici depuis 1970. Menacé d'expulsion, il est en conflit avec l'État depuis plusieurs années. Et après une récente décision de justice, il est sommé de quitter les lieux. Je ne suis pas propriétaire du sol, le sol appartient à l'État et fait partie du domaine public. Je suis propriétaire de toutes les constructions qui ont été achetées à la demande de l'État et qui étaient à ce moment-là sur le domaine privé de l'État. Je ne veux pas partir parce que je suis propriétaire des installations. Nul ne peut être forcé à quitter son bien, sauf pour un motif d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable. Ancien embarcadère sucrier, le site accueille plusieurs bateaux,
et la mangrove alentour semble déjà polluée par cette activité. À la CACEM, on affirme que la protection de l'environnement sera prise en compte et que le projet sera limité à 12 hectares. On ne peut pas faire un aménagement sur 85 hectares, on ne va pas remblayer la mangrove du Lamentin, c'est une blague. On ne peut pas développer la Martinique en ne faisant pas du transport maritime ou en passant à côté ou en faisant toujours des petits projets qui ne se projettent pas sur l'avenir. Donc aujourd'hui, près de l'aéroport, nous avons la possibilité d'avoir du transport maritime, de ramener des touristes à l'Anse-Mi-Temps, de ramener du public à Fort-de-France. À ce stade, l'étude d'impact environnemental et l'enquête publique n'ont pas encore été lancées. Le projet est encore à sa première phase, constituée par la pose d'une clôture, que la manifestation d'aujourd'hui n'aura pas empêché. Et pour parler plus largement des actions de la Sopamar, nous recevons ce soir le nouveau président installé officiellement depuis le 27 janvier dernier, Jean-Joseph Merélix. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, toujours en écho au reportage que nous venons de voir, la CACEM qui a la charge du dossier d'aménagement du port Coé assure vous inviter régulièrement pour discuter de ce projet. Est-ce que vous répondez déjà à ces invitations et où en sont les discussions si c'est le cas? Alors, bien sûr, nous répondons à ces invitations puisque je confirme que nous étions en discussion avec la CACEM. Et puis, surprise, on voit arriver effectivement sur le site un grand panneau où il y a de mentionner d'une part la démolition de 4 bâtisses qui existent depuis fort longtemps sur place, sur le site, et surtout d'autre part que pas moins de 85 hectares. Je confirme, contrairement à ce que M. de Grandmaison veut dire, mais nous savons lire. Vous pouvez, je vous invite à lire. Est-ce que ce ne serait pas un problème de communication? Est-ce que vous n'aurez... Enfin, non, il faut lire le panneau. Nous avons... c'est un panneau réservé à la publicité concernant un futur projet. Donc c'est un document très très important, c'est une pièce très importante du dossier. C'est écrit noir sur blanc, j'invite tous les Martiniquais à aller voir. Oui, mais si M. de Grandmaison dit ce soir que c'est 12, est-ce qu'il faut se fier au panneau ou est-ce qu'il faut discuter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire je ne peux pas savoir ce que M. de Grandmaison dit de vrai maintenant, parce que ce que je constate, c'est que la CACEM tout entière veut nous mener en bateau dans tout ça. Donc, ce que nous disons concernant ce projet d'aménagement, il s'agit d'un écosystème très fragile. Et à ce titre, nous allons le défendre bec et ongle. Et par les discussions? En particulier concernant la mangrove, une mangrove remarquable. Nous savons tous maintenant en Martinique, bien sûr grâce en partie à la Sopamar, combien il est important de protéger la mangrove qui est vitale pour nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que la défense peut passer également par les discussions ou selon vous, c'est uniquement par les actions fortes, pour les opérations coup de poing? Ah non. Surtout, je l'ai dit après mon élection à la présidence, j'ai bien parlé effectivement de concertation, de discussion au préalable. Alors, bien sûr, lorsque la discussion n'aboutit pas, nous avons la mobilisation, effectivement, qui arrive pour faire aboutir nos revendications. Mais surtout, nous portons un point très important sur la pédagogie, sur l'information des Martiniquais concernant la sauvegarde de leur patrimoine. Alors justement, parmi les actions que vous avez menées l'année dernière, même si vous n'étiez pas président, il y a eu des opérations qui n'étaient pas spécialement en rapport avec l'écologie. Je pense par exemple à la mobilisation pour le maintien du poste de Philippe Aurore au lecta de Croix-Rivaille. Oui. Est-ce que c'est une ligne de travail que vous pensez maintenir ou vous avez l'intention de vous tourner qu'à l'écologie? Quels sont vos objectifs? Alors, concernant Philippe Aurore, effectivement, bon... on n'a pas peur d'en parler, puisque c'est un combat qu'on a mené. Mais ce qu'il faut voir, derrière Philippe Aurore, nous défendons une cause qui est le secteur agricole. Nos enfants qui doivent apprendre, comme il se doit, tout ce qu'il y a pour leurs examens futurs. Parce que lorsque on a des enseignants qui ne sont pas des Martiniquais,
hein, qui ne sont pas des Martiniquais, qui viennent enseigner effectivement l'agriculture pour des petits Martiniquais, il y a un problème. Et on voit là, c'était le directeur, c'était pas l'enseignant. Non, bien sûr, non, mais on posait le problème. On posait le problème parce qu'il y a un directeur qui est en place qui donne satisfaction, hein, sur plein de domaines, il donne entièrement satisfaction, il est reconnu par ses pairs, et puis on décide de le muter. Donc, pour nous, le problème fondamental dans ce dossier, c'est l'éducation de nos enfants. Alors concrètement, quelles sont les actions prioritaires que vous comptez défendre, mener cette année? Alors, je vais vous dire franchement, le combat permanent de la Soupamar, depuis que je suis à la Soupamar, c'est la santé de nos compatriotes. Donc la chlordécone, j'imagine? Il y a la chlordécone. Pour nous, c'est surtout les pesticides. Hein? Bien sûr, il y a la chlordécone, effectivement, qu'on dénonce depuis très très longtemps. Et c'est pour cela que je parlais de pédagogie et d'information. Il faut qu'on informe les Martiniquais concernant leur santé. On informe, mais après, effectivement, on va lutter contre tous ceux qui veulent ou qui empoisonnent nos terres et nos mers qui nous donnent à manger. Tous ceux, effectivement, qui empoisonnent l'air que nous respirons. Tous ceux qui empoisonnent nos vies. L'année dernière, il y avait pas mal de mobilisations contre des constructions. Ça fait partie des actions que vous comptez mener. Vous avez des projets dans le viseur déjà? Alors, non, mais le plus souvent, on réagit et je le dis en Assemblée Générale, il faut qu'on agisse. Mais ce n'est pas de notre fait. Et elles portent leurs fruits, vos mobilisations? Nous ne sommes pas au courant à l'origine des différents projets. On voit des projets qui fleurissent et puis on n'est pas au courant. Et des fois, des projets qui sont faits en toute illégalité. Donc, nous sommes obligés d'intervenir. Est-ce que vos opérations coup de poing portent leurs fruits? Est-ce qu'il y a eu des chantiers qui ont vraiment été interrompus sur le long terme? Vous parlez de chlordécone. J'espère que vous n'oubliez pas l'emballage aérien. Hein? C'est un gros combat qu'on a mené effectivement pour la santé des Martiniquais. Donc, mais il faut dire aussi que les coups de poing, c'est pas notre tasse de thé. Hein? Les coups de poing arrivent lorsqu'il faut arriver. C'est lorsque effectivement qu'il n'y a plus de solution. Hein? Lorsque effectivement qu'on ne peut pas trouver de solution, effectivement l'opération coup de poing arrive. Parce que on fait fonctionner la légitimité aussi. Et quels sont vos rapports avec les politiques? Bien, nous avons de très bons rapports avec les politiques, mais dès lors, effectivement, qu'ils sont en faute, nous les dénonçons. Ça me permet, effectivement, de parler des terres agricoles. C'est un vaste chantier chez nous. C'est très, très important. Parce que, pourquoi on a affaire aux maires concernant les terres agricoles? Parce que ce qu'on constate, du fait que les postes se transforment en plus, et lors des révisions de ces plus ou de ces postes, eh bien, les maires, effectivement, beaucoup de maires, profitent pour transformer des terres qui étaient agricoles, classées agricoles, hein, en terres à urbaniser. Et vous restez vigilant dessus? Vous les rencontrez, vous rencontrez les élus pour les alerter avant qu'ils fassent la bêtise? Nous sommes présents dans des commissions qui s'appellent, par exemple, il y a une commission qui s'appelle la CEDAPENAF. Nous sommes présents, mais force est de constater que nous sommes souvent minoritaires, hein, donc nos arguments n'arrivent pas à aboutir, mais nous sommes présents et nous dénonçons lorsqu'il faut dénoncer. Voilà. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je voudrais conclure, oui, puisqu'on parlait de santé et de pollution concernant l'air. Un gros combat qu'on mène, c'est Albioma. Je voudrais vous donner un scoop. Dites-moi. Effectivement, alors, il y a un nouveau président de la commission de régulation de l'énergie. Il vient d'être nommé. J'oublie son nom, mais ce n'est pas grave. Il vient d'être nommé en France. Eh bien, il a annoncé au peuple guadeloupéen, en particulièrement le peuple margalantais, que Albioma ne pourra bénéficier d'aucune biomasse pour son projet. Pour nous, c'est une très, très bonne nouvelle, effectivement, cette histoire de biomasse qu'Albioma veut importer pour faire brûler encore des particules fines dans nos pays. Donc, j'appelle les Martiniquais à se mobiliser et à ne pas lâcher prise. Je pense que c'est une bonne nouvelle qui doit nous donner du courage pour aller de l'avant et pour faire arrêter Albioma.
Très bien, une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Toujours au chapitre politique et écologie, le sénateur Maurice Santiste est intervenu aujourd'hui dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Il a interpellé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur la hausse des limites maximales de résidus de chlordécone sur les viandes, intervenue en 2013 et confirmée par le ministre de l'Agriculture en septembre dernier. Il a demandé au gouvernement de saisir le Centre international de recherche sur le cancer pour réviser son classement du chlordécone datant de 1979 comme cancérogène possible et de le faire passer à cancérogène probable ou cancérogène certain. Voyez un extrait de son intervention et la réponse de la ministre. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le chlordécone comme cancérogène possible pour l'homme en 1979, mais il n'a jamais été reconsidéré en dépit des nombreuses informations acquises depuis cette date. Au regard de ces éléments et au vu des résultats de l'étude Caru-Prostate, le gouvernement entend-il saisir légitimement le CIRC pour un éventuel reclassement du chlordécone comme cancérogène probable ou cancérogène certain? J'espère, Madame la Ministre, que vos réponses seront à la hauteur des attentes des Martiniquais. Il est impératif d'avancer sur ce sujet et de réduire l'exposition des Antillais. Alors, vous le savez, des études scientifiques sont en cours dans le cadre du plan chlordécone, avec notamment un recueil de données épidémiologiques sur les femmes enceintes, les enfants, les personnes, et qui vont permettre de mieux identifier les effets à long terme, parce que, vous le savez, seuls les effets à court terme sont réellement bien connus. Il nous faut en effet aller plus loin dans les connaissances scientifiques. Et vous le savez également, d'un point de vue méthodologique, ces études sont compliquées car il s'agit d'expositions très anciennes et qui touchent l'ensemble de la population à des degrés variables. Je me suis engagée, une nouvelle cartographie des sols pollués aura lieu en 2018. Je souhaite que nous avancions ensemble sur ce sujet. Je peux vous annoncer qu'une réunion sera très prochainement organisée au ministère des Outre-mer avec l'ensemble des élus de la Martinique et de la Guadeloupe et les différents ministères concernés afin de faire la transparence sur ce sujet et de décider ensemble de la stratégie qu'il convient de mettre en place. Nous poursuivons avec le deuxième épisode consacré à le deuxième épisode de notre série, bien sûr, consacré à la gestion des offices de tourisme de Martinique. Nous en parlions hier. Depuis le 1er janvier 2017, le tourisme est devenu une compétence des communautés d'agglomération. Dans notre premier épisode, nous vous parlions du dispositif de la CACEM et ce soir, nous nous intéressons à celui mis en place par Cap Nord qui compte 18 communes. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Parmi les badauds, quelques vacanciers venus assister au défilé. Pour beaucoup, les informations et les bons plans se glanent surtout auprès de la population. L'information d'aujourd'hui, par rapport au carnaval, c'est ma soeur qui nous l'a donnée. Et des locaux aussi nous en avaient parlé précédemment. L'office du tourisme, c'est une chose. Après, je pense que c'est aussi une question d'individu, si on va vers les gens ou pas. C'est tout, point barre. Il y a juste à discuter avec les gens et le dialogue s'ouvre, on fait connaissance et c'est très sympa. On est toujours chez des copains qui habitent, qui sont résidents en Martinique, du coup ils nous prêtent voiture, maison et on passe pas par les offices de tourisme ou quoi que ce soit. Les offices de tourisme ne semblent plus être dans l'air du temps. Depuis août 2015, les 18 structures du Nord sont gérées par la communauté d'agglomération. Devenues des bureaux d'information touristique, rien n'a réellement changé en presque 3 ans. L'enjeu aujourd'hui est de redynamiser le secteur. C'est pouvoir mettre en valeur les biens qui sont déjà sur les 18 communes et la volonté de la politique, c'est de travailler en commun et de pouvoir justement développer davantage. Nous avons déjà sur toutes les communes certains sites déjà de valeur, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez à Sainte-Marie le musée de la banane et je continue, Morne-Rouge, la montagne Pelée. On souhaite aussi pouvoir développer tout ceci. Il faut savoir que le Nord n'est pas comme le Sud, c'est beaucoup plus difficile. Pour faire du tourisme dans le Nord un véritable vecteur économique, les 26 agents salariés des offices vont également devoir être mieux formés. On voit qu'il y a de nouveaux métiers du tourisme qui se mettent en place, comme les animateurs numériques du territoire, les web marketing, etc., les web marqueurs. Donc effectivement, nous on va essayer de rester au plus près de la réalité pour répondre aux attentes et au mieux aux attentes des visiteurs.
Pour financer ces projets, une taxe de séjour pourrait bientôt faire son apparition dans les communes du Nord et s'appliquer notamment aux hébergements touristiques. Dans le reste de l'actualité, le congrès du SNES Martinique a été organisé ce matin à Bellefontaine pour préparer le grand congrès national prévu en mars prochain. Il s'agissait aujourd'hui de faire le point sur nos spécificités dans le domaine de l'éducation afin de les faire remonter. Une délégation représentative a été élue pour l'occasion. Voyez les précisions recueillies par Johan Poulard. Déjà l'aspect suppression d'emplois, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore 57 suppressions d'emplois pour l'année prochaine, ce qui porte à presque 950 le nombre d'emplois supprimés depuis ces 10 dernières années. Et on se dit au SNES Martinique que ce serait peut-être l'occasion, avec nos handicaps structurels, comme des catégories socio-professionnelles défavorisées, mais aussi le taux de familles monoparentales important, ce serait peut-être l'occasion de faire des groupes classes beaucoup moins importants pour véritablement venir à bout des difficultés de nos élèves. Quand on est dans une petite académie comme la nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, quand on se dit qu'on va prioriser le contrôle continu, on s'interroge sur ce genre de réforme. Quand une réforme est décidée juste pour faire des économies, on croit qu'on n'est pas dans le bon chemin. Il n'est pas question d'être spectateur parce que le syndicat est une force de proposition, mais c'est aussi un syndicat de lutte. Nous luttons pour obtenir des satisfactions. Aujourd'hui, il y a déjà un mot d'ordre national qui est compliqué pour nous parce que nous sommes en plein congrès, mais bien évidemment que tous les autres mots d'ordre nationaux, nous allons les suivre. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Vous verrez les écoliers foyalais qui ont paradé dans les rues de la capitale. Les 25 écoles de la ville ont défilé ce matin. Et puis nous nous sommes rendus également à Chelcher où les écoliers ont également paradé, comme dans la quasi-totalité des communes de l'île aujourd'hui. Mais avant, direction la Guyane avec une manifestation organisée aujourd'hui pour demander le renforcement de la sécurité dans les écoles. 300 personnes se sont rendues devant le rectorat pour réclamer la création de nouveaux postes. C'est un reportage de Pierre Tréfou. Regroupés devant le collège d'Auxence-Contou, les enseignants des écoles, collèges et lycées de Guyane se sont mis en marche vers le rectorat pour rencontrer la direction académique. Aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde va pouvoir effectivement rejoindre le mouvement qui a été initié par les collèges en lutte. En fait, aujourd'hui, c'est l'occasion pour tous ceux qui se sentent concernés de rejoindre leurs collègues et de montrer qu'effectivement, ils sont solidaires. Malgré une faible mobilisation des enseignants, tous les syndicats ont été appelés pour la mobilisation, accompagnés des parents d'élèves, mais aussi des élèves. Il manque des choses dans les ateliers et le plafond s'est troué. Quand il pleut, l'eau rentre dans l'atelier, c'est pour ça on n'a pas tous les matériels qu'il faut pour travailler dans les ateliers et c'est pour ça qu'on maintenant on fait les grèves. D'autres rassemblements étaient organisés à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni ce matin. À Cayenne, une délégation a pu rencontrer le recteur. Alors, la délégation est composée de l'intersyndical qui comprend le SEUNSA, le SNES Guyane, l'UTG, Sud Solidaire. Et nous sommes représentés aussi par les établissements en grève, c'est-à-dire Concorde et Auxence-Contou. 200 contrats uniques d'insertion et 40 postes d'assistants d'éducation ont été promis pour la rentrée des vacances de février, mais pas d'annonce de moyens pour la rentrée 2018. Nous, notre demande elle est très claire. Pour obtenir les moyens minimums de travail, la base plancher, c'est 150 assistants d'éducation et 30 CPE en dotation supplémentaire. Si on ne les obtient pas, on ne peut pas travailler correctement et faire notre travail. Ce n'est pas possible. Donc actuellement, si tous ces collègues sont mobilisés, si les parents sont là, si les élèves sont là, c'est pour dire on ne peut plus. Les sénateurs Antoine Karam et Georges Patient ont pu rencontrer le ministre de l'Éducation pour lui remettre ses demandes. Pour montrer leur bonne volonté, le personnel d'Auxence-Contou a décidé de reprendre les cours dès demain. Mais en état de veille, ils sont prêts à reprendre le mouvement. Direction la Guadeloupe où ça chauffe également, mais dans le domaine politique cette fois-ci. Victorin Lurel, qui avait confié aux médias sa volonté de créer un nouveau parti, a décidé de marquer un peu plus sa détermination en attaquant son successeur. Selon lui, la région serait tout simplement à la dérive. Voyez ce reportage de Linda Kayarsi. Tout d'abord, l'ancien président de région s'attaque à la situation financière de la collectivité à son départ. Dans les colonnes de France Antilles, Victorin Lurel dément avoir laissé une région en déficit et endettée. Son argument, le compte administratif a été voté avec 52 millions d'excédents et 60 millions d'épargne.
Victorin Lurel se veut également un élu d'opposition fort de propositions, sauf le 19 janvier où il a décidé d'introduire un recours en excès de pouvoir concernant la suppression du C2DT, contrat de développement durable territorial. Concernant la gouvernance de l'actuel président, Victorin Lurel se veut cinglant. Aucun point positif à la politique menée actuellement. Les exemples se multiplient pour étayer son argumentaire. Festival de musique supprimé, jeu de la francophonie annulé, pire, la diminution du budget alloué à la SEM patrimoniale du MACT. Sur des questions d'actualité comme l'épineux dossier de l'eau, pour l'ex-président de région, la collectivité régionale actuelle n'a pas fait grand-chose, mais il semblerait qu'elle soit sur la bonne voie avec les EPCI. Mais bien sûr, pour Victorin Lurel, il y a une communication de la poudre aux yeux, notamment sur les 400 millions d'euros que l'État serait prêt à mettre sur la table. Pour finir, le sujet chlordécone reste plus que jamais d'actualité. Victorin Lurel évoque ses actions en justice et sa volonté que l'État, en finançant des études épidémiologiques et en permettant la poursuite de recherches, notamment l'actualisation d'une cartographie des sols pour mieux définir les zones à risque. En ce qui concerne les prochaines échéances électorales de Victorin Lurel, pour le moment ce n'est pas d'actualité. L'ex-président préfère se concentrer sur la création d'un nouveau mouvement politique, un socialisme moderne. Allez, on revient en Martinique. ATV se rapproche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France. Les élèves de 25 écoles de la capitale ont défilé dans les rues au programme costume ou en couleur, des chansons bien connues et de la bonne humeur. Yohan Boulard a capté l'ambiance. Regardez. Ce n'est pas une leçon, mais bien une chanson populaire que ces écoliers entonnent en chœur. Hauts comme trois pommes, ils sont les carnavaliers du jour. On s'amuse, on rigole, on danse, on s'église, on chante, on danse. C'est bien! Une ambiance bon enfant sur le thème de la féerie. Et avec un peu de chance, on peut même croiser des personnalités. Princesse Aurore, c'est mon personnage préféré. Et cela, sous le regard conquis des touristes. Formidable. Et en plus, les couleurs, les costumes, tout est très beau. Il y a une super ambiance, les gamins ils sont trop mignons, des déguisements de folie. Et en plus on voit qu'il y a du travail sur les costumes, c'est vraiment bien. Un travail de longue haleine mené par les équipes pédagogiques des 25 écoles présentes dans l'œuvre idée. 2 semaines de travail acharné avec plein de petites mains, les enfants, les enseignantes, les animatrices. Donc oui, c'est du boulot. Toute la logistique, les réunions que nous avons eues avant, toute l'organisation à mettre en place. On voit effectivement le défilé là aujourd'hui, mais il a fallu quand même faire avec les enfants, préparer l'art plastique. Pour la ville de Fort-de-France, il s'agit d'assurer la transmission de ce patrimoine. Nous donnons aux enfants les codes du carnaval. Nous leur apprenons comment faire la fête sans dégâts, sans excès. Et c'est d'une importance capitale pour nous. En attendant le jour gras, ces carnavaliers en herbe auront mené leur vidée de main de maître. Et comme Fort-de-France, la plupart des communes de l'île ont organisé le carnaval des écoles aujourd'hui. C'était le cas par exemple à Schellcher. Je vous propose de découvrir l'ambiance de ce matin avec Hubert Bornil et Valérie Vincent. Chaud soleil matinal et ambiance, on peut dire qu'ici à Schellcher, le la a été donné pour le carnaval 2018. Regardez un peu comment ces enfants mettent de l'ambiance. Pas besoin à Rio ici à Ni Carnaval, l'une des célèbres chansons au répertoire de ce vidé Timamay de l'école maternelle d'application de Schellcher. Ils sont souvent victimes en tout cas du succès, mais bon, ça va bien là, le départ est bon. Comme on peut l'imaginer, l'affaire a été pensée avec 1000 soins dans les règles de l'art.
du public, du personnel d'encadrement de la mairie et mieux encore des parents qui ont tout laissé pour être aux côtés de leurs enfants. Je les encourage avec la musique, qu'elles puissent bouger, danser et s'amuser, surtout. J'ai de la chance d'avoir une sorte qui sait coudre, beaucoup de chance et voilà, il est beau, il profite de son carnaval. C'est quoi le thème? Apparemment sur des notes de musique. Belle prestation des élèves de l'école élémentaire voisine qui ont intégré la parade. L'ambiance va crescendo. En fin de parcours, après quand même 2 km de vidée, les jambes sont lourdes, mais le cœur léger. La magie du carnaval a opéré. Les notes de musique, une couleur par classe, des vêtements qui ont été confectionnés ou achetés par les parents, et la coiffe a été confectionnée à l'école. Voilà, et donc c'est sur cette belle avenue qu'on va se laisser pour aujourd'hui. En tout cas, le carnaval, on le voit, a bien commencé. Les petits ont donné le là. C'est parti pour un bon carnaval 2018. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve dans une poignée de secondes Régine Germani en Tchèpeia. En attendant, je vous laisse apprécier une nouvelle fois l'ambiance qu'il y avait ce matin dans les rues de Schellcher et de Fort-de-France avec les écoliers qui ont mis l'ambiance. Regardez. Sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.